Ce livre m'a laissé un sentiment de malaise, mais un truc qui m'a pas quitté pendant des jours. J'en ai fait des cauchemars. Ah oui, c'est une œuvre qui s'infiltre vraiment sous la peau. On n'en sort pas indemne, c'est clair. On parle de Thérèse Raquin d'Émile Zola. Et aujourd'hui, on va essayer de décortiquer la mécanique de cette passion. Une vraie dissection des instincts humains. L'expérience de lecture est... ouais, elle est pesante. Suffocante. C'est le mot. On rencontre Thérèse, une femme qui s'éteint à petit feu dans une vie d'un ennui mortel. Une cage. Et on est jeté dedans avec elle, dès la première page. Pas de préambule, rien. C'est ça. C'est l'histoire de deux amants qui commettent un meurtre pour être libres. Sauf que leur crime, ils forgent les barreaux de leur propre enfer. Le paradoxe est total. C'est fou, non? Et le pire, c'est qu'ils seront hantés jusqu'au bout. Pas par la justice, mais par le fantôme de leur victime. Cette idée de cage, elle est vraiment centrale. Et pour la comprendre, il faut d'abord parler du lieu. Zola ne décrit pas juste un décor, il met en scène une tombe. Ah oui, le passage du Pont-Neuf. Exactement. C'est un couloir sombre, étroit, les murs suintent en l'humidité. La verrière est tellement sale que la lumière du jour elle a des reflets verts, comme si on était au fond de l'eau. Tout semble déjà pourrir sur place. C'est ça. Et la boutique familiale, c'est juste une extension de cette prison. Un trou lugubre, oppressant. On sent bien que c'est pas juste une description réaliste. Il y a autre chose derrière. On dirait presque que Zola choisit ce décor comme un scientifique choisirait une éprouvette pour son expérience. Tu mets le doigt sur l'essence même de son projet, le naturalisme. Pour Zola, le roman, c'est un laboratoire. D'accord. Il prend des personnages qu'il appelle des tempéraments, il les place dans un milieu précis et il observe de façon quasi clinique les réactions. La chimie entre eux. Voilà. Il veut prouver que l'humain est déterminé par son hérédité, ce qu'il a dans le sang, et par son environnement. Du coup, le passage du Pont-Neuf, c'est pas un décor, c'est une variable de l'équation. Conçu pour tout étouffer. Absolument. Et au milieu de tout ça, il y a Thérèse. En apparence, elle est l'épouse modèle du 19e siècle, silencieuse, passive. Soumise. Voilà, mais Zola nous le dit tout de suite, c'est qu'une façade. Sous ce calme, il y a une énergie qui bout, une nature sauvage. Il insiste beaucoup sur son tempérament nerveux et sur ses origines, sa mère nord-africaine, pour suggérer cette passion contenue. C'est une bête fauve. Une bête fauve forcée de vivre au rythme de son geôlier involontaire, son mari, Camille. Et Camille, lui, c'est l'incarnation de la cage. Oh, Camille! C'est un être chétif, maladif, un petit employé de bureau sans aucune ambition. Zola le définit par son tempérament lymphatique. L'opposé total de Thérèse. L'opposé polaire. Il représente l'eau stagnante, la tiédeur, l'absence de vie. Il n'est pas méchant, il est pire, il est insignifiant. C'est le symbole vivant de la monotonie qui ronge Thérèse. La vie avec lui, c'est une mort lente. Des jours identiques, les repas, les soirées dominos du jeudi. Et puis un jour, quelqu'un ouvre la porte. Et là, c'est une bourrasque qui s'engouffre. C'est l'arrivée de Laurent. Et son entrée en scène, c'est un choc. Un choc purement physique. C'est vrai, Zola ne le décrit pas par sa psychologie. Non, par son corps. C'est un tempérament sanguin. Il a une carrure de paysan, un cou de taureau, des mains larges. C'est un homme guidé par des appétits très simples. Bien manger, bien dormir et satisfaire ses désirs sans trop se fatiguer. La force vitale brute, presque primitive. C'est exactement ça. Cette description, elle m'a frappé. C'est tellement appuyé sur son côté animal, on frôle la caricature. C'est volontaire, cette simplification? C'est précisément le but. Zola, il s'intéresse pas aux nuances de l'âme romantique. Il veut montrer ce qu'il appelle des brutes humaines. Pour lui, la rencontre entre Thérèse et Laurent, c'est pas un coup de foudre. C'est une collision. Une collision de forces physiologiques. Le nerveux rencontre le sanguin. L'énergie fiévreuse et contenue de Thérèse, elle trouve enfin un exutoire dans la puissance de Laurent. Pour elle, qui a connu que la faiblesse de Camille, c'est une révélation. C'est la découverte de la virilité même. Et leur liaison, elle est à cette image. Physique, violente, presque désespérée. Il n'y a aucune trace de sentiment là-dedans. Rien, c'est une explosion d'instinct, une faim. Et du côté de Laurent, il y a aussi un calcul très terre-à-terre. Ah oui, complètement. Thérèse, elle, est disponible et gratuite. C'est aussi sordide que ça. Zola nous refuse toute idéalisation. C'est un besoin, un appétit. Et le secret, la transgression, la peur d'être découvert dans cette petite boutique, ça ne fait qu'attiser le désir. Jusqu'au point de non-retour, la situation devient intenable. Les rencontres clandestines ne suffisent plus.
Et l'obstacle, Camille, cet homme si insignifiant, devient soudain une présence insupportable. Et c'est là qu'on bascule. L'idée du meurtre, elle n'est pas d'un plan. Elle germe en eux comme une conséquence logique, presque biologique de leur nature. Deux prédateurs qui ont trouvé leur proie. Et l'éliminer devient une nécessité. Ils organisent donc cette fameuse promenade en barque sur la Seine. La scène est d'une cruauté psychologique incroyable. Le décor est si paisible. Une carte postale presque. Le soleil se couche, l'eau est calme. Et au milieu, il y a Camille. Naïf, heureux, il s'amuse à tremper ses mains dans l'eau. Il ne se doute de rien. Cette tension est insoutenable pour le lecteur. On sait ce qui va arriver. Et puis, Laurent se lève. Il fait semblant de plaisanter, il le saisit. Camille rit, puis son visage se fige de terreur. Il comprend. La lutte est brève, sauvage. Mais juste avant de tomber à l'eau, dans un dernier réflexe, il plante ses dents dans le cou de Laurent. Et il le mord jusqu'au sang. Ce détail est terrifiant. Ce n'est pas juste une blessure. Non, c'est bien plus que ça. C'est la signature du mort sur la peau de son meurtrier. C'est le moment où le passé, qu'il voulait noyer, s'inscrit pour toujours dans la chair. La cicatrice ne guérira jamais. Jamais. Elle devient le rappel physique brûlant de leur crime. C'est le remords qui se fait chair. Camille, en mourant, les a marqués. Le corps disparaît. Thérèse, elle, s'effondre dans une crise de nerfs. Pas de larmes, rien, juste le corps qui lâche. Et voilà. Ils ont réussi, la voie est libre. On se demande à ce moment-là, est-ce qu'ils sont mauvais ou est-ce que Zola nous montre juste des pantins de leur désir sans libre arbitre? C'est la question qui a provoqué un scandale immense à la sortie du livre. On l'a accusé de faire de la littérature putride, de nier toute morale. Parce qu'il ne les juge pas. Il les observe. Et ce qui suit, c'est encore plus terrible que le meurtre. Après un deuil parfaitement simulé, ils se marient, ils ont ce qu'ils voulaient, ils peuvent être ensemble au grand jour. Mais le soir de la nuit de noces, l'enfer commence. Le meurtre ne les a pas libérés. Au contraire, il les a soudés l'un à l'autre avec la chaîne de leur crime. Et surtout, il a donné une nouvelle vie aux morts. Camille, si transparent de son vivant, devient une présence écrasante. Obsédante. Le fantôme du noyé s'installe chez eux. Il est juste là. Il s'assoit entre eux dans le lit, un corps froid et gonflé d'eau qui glace leur désir. La passion animale qui les a conduits au crime, elle s'éteint d'un coup. Leurs nuits deviennent un supplice. Des hallucinations, de la paranoïa, ils sont prisonniers de leur propre chambre. Et cette prison mentale a des manifestations très concrètes. D'abord, la cicatrice de Laurent. Elle le brûle, le démange, comme si Camille continuait de le mordre. C'est horrible. Et puis, il y a la peinture. Laurent est peintre amateur, il essaye de se distraire, mais chaque portrait qu'il commence, Se transforme en Camille. inexorablement, le visage verdâtre et décomposé du noyé apparaît sous son pinceau. C'est comme si son subconscient prenait le contrôle de sa main. Il est hanté de l'intérieur. Et Zola nous piège avec eux, on est toujours dans leur tête, on voit le monde à travers leur angoisse. L'expérience est totalement claustrophobique. Oui. Et la terreur s'incarne aussi dans des témoins silencieux. Il y a d'abord François, le chat de la famille. Le chat, oui. Ils sont persuadés que le chat les a vus comploter. Ils se mettent à voir dans son regard le reflet du noyé. Le chat devient leur juge muet. Jusqu'au jour où Laurent craque. Il n'en peut plus. Il l'attrape et le tue avec une violence folle. Il rejoue la scène du meurtre. Mais le témoin le plus effroyable, c'est un être humain. Madame Raquin, la mère de Camille. Le choc de la mort de son fils lui cause une attaque. Elle devient entièrement paralysée et muette, un corps presque mort, dans un fauteuil. Seuls ses yeux sont encore vivants. Et un soir, lors d'une dispute, Thérèse et Laurent Abou s'accusent mutuellement du meurtre à voix haute, devant elle. Et la vieille femme, elle entend tout. Elle comprend tout. À partir de cet instant, son rôle change. Elle n'est plus une victime, elle devient leur tortionnaire. C'est terrifiant. Ce cadavre vivant assis dans son coin qui les regarde. Ses yeux, la seule chose qui bouge, les suivent, les jugent, les condamnent à chaque instant. Elle est leur conscience incarnée. L'amour, s'il y en a jamais eu, s'est transformé en une haine, féroce. Chacun est devenu pour l'autre le rappel vivant de son crime.
Leur vie commune est un supplice. Ils se dégoûtent, ils se craignent, enchaînés l'un à l'autre sous le regard de la paralytique. Ils comprennent qu'il n'y a qu'une seule issue. S'éliminer. La même pensée germe dans leur esprit sans qu'ils se le disent. Chacun prépare son plan en secret. Laurent achète du poison De l'acide prussique. et Thérèse, de son côté, elle aiguise un long couteau de cuisine qu'elle cache dans sa robe. Le piège est tendu. Ils n'attendent que le bon moment. Et ce moment arrive un soir. Ils se retrouvent face à face dans la salle à manger, sous le regard de Madame Raquin. Laurent pose sur la table un verre. Il y a versé le poison. Il le tend à Thérèse. Au même instant, elle sort le couteau de sa robe. Leurs regards se croisent. Le poison dans une main, le couteau dans l'autre. Chacun est venu tuer l'autre. Et à cet instant précis, ils comprennent. Et pour savoir ce qu'ils comprennent et ce qui se passe dans cette fraction de seconde, il n'y a qu'une seule solution, il faut lire le livre. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.